et je voulais te remercier d'avoir accepté l'invitation parce que je sais qu'on t'a un peu perturbé en changeant la date, etc. Donc, merci mille fois. Euh, donc, Merci. euh, donc, je vais te présenter le mieux possible que je peux parce que je ne sais pas, tu as un grand parcours apparemment. Tu es française, tu viens de me l'annoncer, Je suis de descendance française, mais j'ai grandi aux Caraïbes. aux Caraïbes. Ok, c'est joli, c'est comme ça, c'est comme la vue que j'ai là. Oui, l'eau est encore plus claire. Ah ouais? Ah oui, L'eau est plus bleu clair, c'est ça? elle est plus bleu clair, il y a beaucoup plus de sable, Oui, et puis l'eau est tiède. l'eau Donc, est tiède. Ah, ouais. il n'y a pas de wave comme ici, d'accord, comme sur la Non, photo. comme la Californie, non. Non, pas du tout. Et puis, la Californie, l'eau là-bas, pour moi, c'est un choc parce que l'eau est tellement froide. Ah oui, oui, je sais. Ici, en hiver, c'est 48 Fahrenheit et en été, je crois que c'est 52. Donc, il faut avoir le courage de plonger. Euh, Parce que c'est pas la mer, c'est l'océan. ouais, c'est vrai. Ok. Et tu es donc né aux Caraïbes et puis tu es venu vers la France? Non, non, je suis américaine. Je suis née aux États-Unis, mais mes parents sont des Caraïbes. Donc, quand j'étais très petite, nous sommes retournés là-bas et j'ai fait toute mon éducation en français jusqu'à ce que je retourne aux États-Unis pour faire mes études universitaires. Ah, d'accord. Donc, tu n'es pas né aux Caraïbes. Non, Tu es allé quand non, tu étais euh, petite. je suis née en Californie. Tu es née Ah, comme moi. Moi, je suis pas née en Californie, mais j'habite en Californie. Donc, tu connais la Californie. Très bien, oui. Et puis, tu as déménagé vers les Caraïbes lorsque tu étais petite. Oui, très petit. Ton père était diplomate. Non, mon grand-père était diplomate. J'ai d'autres parents dans la famille qui étaient aussi diplomates. C'est quelque chose que je n'avais pas vraiment imaginé pour ma carrière. Mais bon, l'année que j'ai terminé mes études de droit, et il s'est trouvé que c'était la même année que le 11 septembre. Et ça a changé beaucoup de choses pour beaucoup Ouais. d'entre nous. Ok, donc à quel moment est-ce que tu es allée en France? Jamais? Oui, j'ai visité la France en plusieurs fois. C'est un pays qui me plaît beaucoup, plusieurs parties. Je viens en fait d'émettre un article sur mon blog d'endroits en Europe où je recommanderais qu'on considère aménager. Et là-dessus, j'ai mis Strasbourg parce que c'est une région, Oui, c'est une ville qui... je viens de voir là Strasbourg sur ta liste de villes où on peut vivre, c'est ça? Exactement. Ça me surprend que les Américains ne m'en demandent pas plus souvent. C'est-à-dire qu'en ce moment, tout le monde veut aller vers le Portugal, ou bien Paris, l'Italie, l'Espagne, mais il y a tellement de beaux endroits en Europe et j'espère encourager les gens à être un peu plus ouverts et à considérer d'autres endroits qui sont vraiment charmants. Oui, à part que Strasbourg, c'est une ville universitaire comme Berkeley. Ouais, Il doit y avoir, oui, je sais, à Berkeley, il y a plus de 30 000 étudiants. Ça doit être la même chose à Strasbourg. et c'est aussi le siège de la communauté européenne. Donc, c'est une ville très internationale, ce qui va bien pour les Américains qui ne parlent pas de langue étrangère. C'est plus facile de s'immiscer dans une culture qui est plus internationale. Hmm. Et tu as vécu à Strasbourg? Non. Or, j'aurais bien aimé, mais pour le moment, je vis aux États-Unis. Avec ma carrière de diplomate américaine, j'ai vécu dans beaucoup de pays. Donc, je suis passée à travers la France. Malheureusement, je n'ai pas vécu là-bas. D'accord. Et
Sur quels critères, enfin sans avoir visité Strasbourg, pourquoi tu recommandes Strasbourg? Parce que l'un des critères très importants pour la plupart de mes clients, c'est le transport. Oui, Et il y a un très bon système de transport. C'est aussi quand on est sur la grande île, c'est-à-dire le centre-ville historique, c'est une région où on peut très facilement marcher. On n'a pas besoin de voiture, on n'a pas besoin de bicyclette, on n'a pas besoin de tout. ah oui, c'est une ville piétonne, hein. Oui, ça arrange beaucoup de gens. Oui, Entre-temps, il y a aussi le train qui va très facilement vers le reste de France, mais aussi en Allemagne, en Autriche. Donc, c'est un beau centre, comme c'est une ville qui existe le long du Rhin. Il y a beaucoup de connexions là-bas. Il y a un aéroport international, ce qui est très important aussi pour mes clients. Et puis, encore le centre-ville a un charme qui a beaucoup d'attrait pour les Américains parce que c'est le genre d'architecture qui n'existe pas ici et qu'on associe très souvent avec l'histoire européenne. ok. Et Et comme c'est une ville internationale d'étudiants, le loyer est plus cher ou moins cher? ça dépend. Si on est habitué à avoir un loyer de 5 000 ou 6 000 $ par mois, comme est très courant ici en Californie, à New York, à Miami, c'est beaucoup, beaucoup moins cher d'aller là-bas, d'aller en Europe. Et c'est aussi ce que j'ai mis dans l'article. Pour chaque ville, j'ai mentionné ce qui serait le coût de vie mensuel. Et en général, c'est beaucoup plus bas que d'essayer d'exister ici. Alors, pour les personnes, les Américains qui reçoivent maintenant une pension, c'est définitivement quelque chose à considérer. D'accord, d'accord. Des gens, tu veux dire, qui sont à la retraite. Oui, ou bien moi, par exemple, je reçois une pension, je ne me considérerais pas à la retraite, mais pour beaucoup d'employés du gouvernement, et spécialement avec les 2 années que nous venons d'avoir, quand beaucoup de gens ont quitté, ce sont des gens qui reçoivent par contrat une pension, mais qui peuvent choisir de continuer à travailler. Donc toi, tu as choisi de continuer à travailler? Oui. D'accord. Donc tu reçois ton salaire plus la pension. Je reçois ma pension et en ce moment, c'est une compagnie, une entreprise que j'essaie de faire grandir. Donc, mais c'est vraiment pas un travail dans lequel je me suis lancée pour faire un profit énorme. C'est D'accord. plutôt, Et de- ça s'appelle Wayfinder International. ça s'appelle Wayfinder International parce que Wayfinder, en général, ça dénote quelqu'un qui vous aide à trouver le chemin, quelqu'un qui vous sert de guide. Alors, j'ai beaucoup aimé ça pour le nom de ma compagnie parce que c'est une façon pour moi d'utiliser mes talents et aussi mon expérience. Je voyage depuis très, très jeune, donc j'ai beaucoup d'expérience à vivre à l'étranger aussi. J'ai beaucoup de parents qui vivent toujours dans plusieurs continents. Donc, je suis très bien placée pour aider quelqu'un qui a beaucoup de questions ou des craintes à laisser les États-Unis pour s'établir quelque part d'autre. Ok. Et tu as voyagé dans combien de continents alors? Oh, euh, la plupart des Caraïbes, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord aussi, parce que j'ai été en plusieurs fois au Canada et j'ai vécu au Mexique, l'Europe, bien sûr. Euh, Jusqu'à présent, c'est tout. Je n'ai pas encore été en Afrique, mais il y a quelques gens qui sont intéressés à cause de leur descendance à peut-être aller vivre là-bas. Donc, ça commence à être quelque chose qui vient sur le plan. D'accord. Donc là, tu as fini ton cycle d'être dans la diplomatie et Oui, tu as lancé ta propre boîte, c'est ça? oui. Eh C'est ça ben, exact.
D'accord, félicitations d'avoir pris l'initiative. Parce que justement, hier, je discutais avec quelqu'un, il me dit, il y a des gens après leur retraite ou après qu'ils ils arrêtent leur travail, ils savent plus quoi faire. Ils se retrouvent chez eux à regarder la télé. Il faut prendre l'initiative justement de faire quelque chose. Sinon, tu meurs à feu doux. Voilà, Et oui, c'est exactement ça. Et j'avais fait le travail de diplomate parce que je voulais aider, je voulais contribuer. Donc, en réfléchissant à ce que je pourrais faire qui m'apporterait vraiment du plaisir, j'ai décidé que ce travail-ci serait parfait pour moi. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup aider les gens à trouver un peu de clarté, à voir que le système d'immigration n'est pas aussi intimidant qu'il le pensait et qu'il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices. Et étant donné que c'est un milieu dans lequel j'ai vécu pendant 20 ans, il y a des choses qui, à moi, me paraissent très simples et des faits qui sont de base. Et ça m'étonne quand les gens me demandent certaines questions. Et ça m'enseigne vraiment que c'est un service dont on a besoin. tu veux dire pour immigrer aux Caraïbes? Non, pour émigrer en Amérique latine ou au Caraïbes ou en Europe, j'ai beaucoup de demandes pour l'Europe. Et encore, je crois que ça vient du fait que les gens ne comprennent pas assez ce qui se passe vraiment dans les pays de l'Amérique latine, parce qu'il y en a beaucoup où la vie est plus facile qu'en Europe, mais tout aussi saine. Mais je crois qu'avec la média, avec la télé, les films, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des endroits en Amérique latine qui sont très dangereux, alors que en général, ce n'est pas le cas du tout. Oui, enfin, les pays en voie de développement veulent accueillir des gens qui ont des devises et de l'argent parce qu'ils en ont besoin. Oui, Par contre, et en les, général, par contre, les c'est pays comme les États-Unis, ils font la chose très difficile. Ils rendent l'immigration très, très difficile, surtout en ce moment. absolument. Et là encore, ça m'aide malheureusement, ou bien je ne sais pas si je dois dire que je Non, suis mais fortunée dans ce tu as sens, mais plus de gens qui veulent immigrer en dehors des États-Unis ou qui veulent venir aux États-Unis? alors mon service, c'est vraiment pour les Américains qui veulent quitter le pays et s'établir quelque part d'autre. Et D'accord, d'accord. lorsque, lorsque nous avons lancé Wayfinder International, j'ai pensé que ce seraient des gens qui ressentent une certaine contrainte avec leurs dépenses Mhm. à pension parce qu'ils veulent avoir une vie plus généreuse. C'est pas aussi possible ici, malheureusement, aux États-Unis. Mais en fait, je reçois beaucoup de gens qui veulent quitter le pays, non à cause de ça, mais parce que ils veulent avoir une meilleure vie pour leurs enfants, ils veulent avoir une meilleure éducation pour leurs enfants au point de vue du curriculum des écoles, au point de vue des repas qu'on sert dans les écoles, de la nourriture qui est plus saine au dehors des États-Unis Oui, et aussi à cause de leurs croyances politiques. Donc, d'accord. j'ai beaucoup, Donc c'est des clients américains qui voudraient un autre style de vie que la vie américaine. oui, oui, Comme, ils n'aiment pas la direction dans laquelle le pays semble aller oui. et cherchent quelque chose d'autre. Ben, tu es comme une consultante. Je suis sûre que tu vas peut-être être la personne qui a conseillé George Clooney d'aller au sud de la France. C'est toi qui l'as fait? Parce qu'il voulait pas que ses enfants soient sous les yeux des paparazzi et il voulait qu'ils aient une vie normale. Donc, c'est pour ça qu'il a déménagé. Euh, Oui, oui, et j'ai beaucoup de clients comme ça. ouais, ils veulent une vie normale. Ils veulent pas toujours être poursuivis par les médias et Bon, par... alors, je n'ai pas encore de clients célébrités, Ah, d'accord. mais,
Mais mes clients en général sont des gens qui voient ces menaces d'armes qui arrivent presque constamment maintenant dans les écoles américaines et le niveau d'éducation qui en général baisse et ils en veulent plus pour leurs enfants. Ils veulent plus de sécurité, ils veulent un endroit où les enfants peuvent se promener et jouer au dehors sans avoir une crainte de recevoir un tir de balle, quelque chose comme ça. Et comme j'ai dit aussi, la nourriture et les produits alimentaires qui sont plus sains, c'est quelque chose qui c'est très important. J'ai des clients avec des diètes ou bien des allergies très spécifiques. Et à cause de ça aussi, ils cherchent quelque part où ils ont plus de choix. Oui, oui, non, c'est tout à fait compréhensible parce que ici aux États-Unis, si tu veux mettre tes enfants dans une école privée comme le lycée français, ça peut aller jusqu'à 30 000 $ par an et ça, c'est presque un salaire entier. Mm, c'est hors de prix. C'est que ceux qui sont dans une classe vraiment qui ont des gros revenus qui peuvent se permettre ce genre de, d'école privée. Donc, il vaut mieux autant déménager si on peut, n'est-ce pas? Parce que, C'est exactement ça. ouais, et dans ton côté, tandis que tu es self-employed, tu peux travailler de n'importe quel endroit, n'est-ce pas? Tu peux travailler, si tu veux, à partir des Caraïbes où il fait beau, il y a la mer et il y a... tu peux faire ce choix si tu veux. Oui, oui, c'est quelque chose qui, pour moi, était très important dans ma seconde carrière, que j'ai un travail qui me permet beaucoup plus de flexibilité, non seulement de local, mais d'horaire aussi. Oui, Et alors alors, tu vas peut-être voyager un peu plus maintenant. eh ben, je prends un petit peu de pause parce que j'ai fait 20 ans à voyager et à déménager chaque 2 ou 3 ans et emménager quelque part d'autre. Ah là, Et tu prends alors, une pause. Oh, d'accord. je pars une pause. Maintenant, je suis chez moi pour la première fois pendant ouais, ça fait des années que j'ai cette maison et je n'ai pas pu y vivre parce que je devais vivre à l'étranger pour mon travail. Donc, maintenant, finalement, je suis chez moi. Et chez toi, c'est quoi, Chicago? Non, je suis à Miami. Ah, Miami. Oh, ok. Je sais pas pourquoi j'ai pensé Chicago. Donc, Miami, c'est très beau alors. Il y a la plage, non? Il y a la plage, il y a la mer des Caraïbes, il y a l'Atlantique. Tu es C'est très... la tu es à continuation. côté des Caraïbes, en fait. Ouais. Il y a Ah, beaucoup, bon, bah beaucoup alors, de Canadiens, il y a beaucoup d'Espagnols oui, qui oui, se parlent à Miami. ouais. C'est, c'est considéré une ville très latine. Oui, oui, j'ai parlé à des Français, enfin, il y a longtemps, à Miami. Donc, vous avez une grande communauté française là-bas. Oui. Il y a un Et peu de tout ici. donc, tu as un passeport à plusieurs nationalités, n'est-ce pas? Tu es caribéenne, française et américaine. Non, j'ai seulement le passeport américain. Ah bon? Et lorsque j'étais diplomate, j'avais aussi un passeport diplomatique. D'accord. Mais étant né d'un père ou d'une mère caribéenne, ça ne te donne pas la double nationalité? Je pourrais l'avoir, Si c'est tu la permis, demandes. mais étant donné que j'étais justement diplomate, c'est quelque chose que je n'ai pas poursuivi à ce point-là. Je n'ai pas poursuivi. Euh, Avant de devenir diplomate, euh, la règle, c'était qu'on ne pouvait pas avoir la double nationalité. Et Ah, c'est d'accord. quelque chose qu'ils ont créé pendant que j'étais diplomate. Ah, d'accord. Oui, je sais que les Français aussi ont, permettent la double nationalité. Donc, j'ai la double nationalité. Et donc, elle me sert à rien parce que je suis surtout en Amérique. Mais si je veux aller en Europe, j'ai le passeport européen.
je sais pas combien de pays maintenant, c'est 28, je crois, je suis pas sûre. Mais enfin, c'est un passeport qui te donne accès à tous les pays d'Europe, de la communauté européenne. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel beaucoup de mes clients n'ont pas pensé. Et alors, lorsque je leur parle, nous faisons un premier interview, nous parlons et je leur pose beaucoup de questions. Mhm, Et ces questions, c'est de comprendre leur descendance, de savoir s'ils ont des parents ou bien des grands-parents qui viennent de notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de pays en ce moment qui vous donnent la nationalité basée sur votre descendance. Donc, j'ai pu aider certains clients à réclamer une nationalité européenne. Bon, en ce moment, il y a l'Italie qui est en train de décider s'ils vont permettre ou non à certains étrangers de devenir italiens. Donc, ils ont changé la loi, mais il y a beaucoup d'autres pays en Europe et en Amérique latine où on peut avoir la nationalité si on peut montrer la descendance. ah, ça c'est super, super, oui. Donc toi aussi, tu peux faire pour la même chose avec la France, je sais pas. C'est sûrement une possibilité pour toi, n'est-ce pas? Si un jour tu, J'aimerais, si un jour tu veux prendre ta retraite sur la Côte d'Azur, tu pourras faire ça. Parce que j'espère. Parce qu'en France, il y a l'assurance santé pour tout le monde. Et ça, c'est aussi autre chose que les gens considèrent. Parce qu'ici, l'assurance santé, elle est plutôt semi-privée. Tout dépend des circonstances. Mais les gens achètent une assurance, ou bien sont avec leur employeur, ou bien sont aux frais de l'État. Mais l'assurance santé n'est pas garantie comme en France. Oui, oui, c'est quelque chose d'autre dont on discute beaucoup avec nos clients. Je crois que la mentalité aux États-Unis, c'est que ce genre de plan de santé ont la plupart des pays développés, honnêtement. Ils disent que bon, oui, c'est gratuit, mais il faut attendre des mois et des mois avant de voir un docteur. Mais ce qu'ils ne comprennent pas très souvent, c'est qu'on peut avoir aussi un plan privé Oui, dans cette oui, c'est et vrai. on peut aller voir un docteur sur un plan privé aussi. Ça coûte beaucoup moins, toujours, Ah qu'aux oui, États-Unis. oui, Et puis, ici, pour ceux qui ont les enfants, il y a la question d'éducation gratuite aussi, oui, qui peut se prendre jusqu'aux études universitaires dans les pays. ça c'est Donc, vrai. tout ça, c'est important. Oui, oui, alors ici, l'éducation est extrêmement chère si on veut aller dans une école privée, parce que souvent les écoles publiques, c'est pas évident de pouvoir apprendre à lire et à écrire Un correctement. petit peu. Je suis sûre que tu es allée dans une école aux Caraïbes. Oui, C'était en français? c'était en français. Et puis, un jour, mes parents ont pensé, bon, comme elle est citoyenne américaine, nous savons qu'elle va sûrement aller à une université aux États-Unis. Et les carnets sont très différents dans le système américain et le système français. Alors, pour mes dernières années, mes dernières 3 années, j'ai été à une école américaine là-bas pour que ce soit plus facile de faire le transfert à une université américaine. Mais ce sont vraiment deux styles d'éducation très, très, très différents. Et pour être diplomate, il faut faire quel genre d'études? Ou bien c'est une question de connaître des gens dans le métier? Alors, je crois que la discipline d'études n'importe pas autant que le diplôme. Il faut avoir au moins un bachelier, un bachelor's degree. Oui. La réalité, c'est que la plupart d'entre nous avons au moins une maîtrise. Ah, d'accord. Là où, quand j'ai commencé, on parlait d'avoir une base en droit ou bien en affaires internationales ou en sciences politiques.
ce que j'ai vu, la réalité, c'est que les gens ont des diplômes en médecine, en génie, en informatique, peu importe, parce que Mais vraiment, l'essentiel, c'est d'avoir une bonne base. Oui. voilà, et c'est de montrer qu'on a cette capacité d'étudier, d'absorber de l'information et de l'utiliser bien. Oui, c'est pas nécessaire donc d'avoir un diplôme en sciences politiques. Non, Aussi, je dirais non, pas du tout. pas du tout, ok. Et toi, ton diplôme était plutôt pour la géographie, tu aimais bien explorer des pays, c'est ça? Ouais, ça, c'est plutôt quelque chose de personnel. Mais pour ce qui est de mes études, j'ai obtenu un bachelier en affaires internationales sans savoir que je ferais ce métier-ci. Ah, Euh, d'accord, d'accord. Mais ça a aidé donc. Ça t'a Ça a aidé. aidé parce que j'étais justement intéressée j'ai beaucoup d'intérêt dans l'histoire européenne à cause de mes antécédents. Parce que l'histoire de ma famille, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée beaucoup. Euh, et à comprendre les affaires internationales, à comprendre comment tout, euh, Tout tous fond. ces pays souverains se parlent, comment ils travaillent ensemble. Ça m'a toujours intéressée. Donc, à cause de ça, j'ai fait ces études. Et puis, pour mes études avancées, j'ai obtenu un diplôme de droit, ce qu'on appelle un JD ici aux États-Unis, Juris Oui, Doctor. oui, oui. Et j'ai fait une maîtrise en affaires internationales. Donc, tu as fait tout ça aux États-Unis? Oui, D'accord. Donc, tu avais déjà transféré des Caraïbes vers les États-Unis. oui, oui, ça a été un choc au commencement. Oui, ça doit être un choc culturel pour toi d'être aux États-Unis. Oui, absolument, parce que les mœurs et les traditions sont très différentes. Alors, de parler à des jeunes gens quand j'étais à l'université, venant des Caraïbes, c'était un autre monde, vraiment, parce que leurs expériences en grandissant n'étaient pas les miennes. Quand ils parlaient de prom, quand ils parlaient d'obtenir la licence, et tout ça, ça ne marche pas exactement comme ça au Caraïbes. Ok, ok. Donc, tu es contente quand même d'avoir déménagé aux États-Unis ou tu regrettes? J'ai beaucoup de parents ici. Ah, bon, Et, d'accord. C'est bien alors. et ouais, c'est bien. Et c'est une base d'où je peux voyager très facilement, spécialement d'ici, Miami. C'est assez international. Mhm. Ayant vécu dans d'autres pays depuis mon enfance, je peux voir les côtés positifs et les côtés négatifs. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que les États-Unis, c'est le meilleur pays du monde. Non, définitivement pas. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus de ça. En général, ce sont des gens qui n'ont jamais laissé le pays. Mais aussi, je dirais que chaque pays a son point fort. Et il y a des choses qu'on apprend à apprécier euh, dans son pays en le quittant. Et alors, je crois que au point de vue de service client, Oui. il n'y a pas vraiment de pays où ça se fait comme aux États-Unis. J'ai voyagé avec des parents américains qui ont été dans un pays où ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont commandé et ils ont voulu d'échanger pour quelque chose d'autre. Ici, ça se fait très facilement et puis on vous fait pas payer pour la première chose. Tandis qu'ils ont été un peu choqués d'apprendre qu'ils pouvaient changer de plat, mais ils devraient payer pour tout de plat. Et ça, c'est plutôt la norme au dehors des États-Unis. Ok, pour retourner aux Caraïbes, les Caraïbes, c'est plusieurs îles. Est-ce qu'il y a une certaine nationalité pour chaque île? Absolument. Oui, oui. Je dirais que il y a une histoire commune parce que la plupart de ces îles ont été peuplées par malheureusement le système d'esclavage.
Ah oui, oui, Et la voilà, colonisation. oui. Et alors, la plupart de ces cultures ont un antécédent, soit français, anglais, ou bien, je dirais, des Néderlandes. Euh, Toi, mais tu es né dans les Caraïbes françaises. moi, je suis née aux États-Unis, mais mes parents, oui, mes parents sont nés dans les Caraïbes françaises et ma mère, son père, sa famille venait de la République dominicaine. Donc, Ah, nous d'accord. parlons aussi espagnol. Ah, mais c'est extraordinaire. Tu as ancêtres, en fait, ta mère, ton père, c'est pas si loin que ça. Donc, un était plutôt français et l'autre plutôt espagnol. Bon, ils se considéraient tous deux haïtiens, francophones, mais la famille de ma mère venait de la République dominicaine. Ok, Et du côté de mon père, quand on va aux aïeux, ses grands-parents à lui étaient français. d'accord. Donc, tu as dit haïtien, donc tu étais à Haïti? Oui, Ah, d'accord. j'ai grandi là-bas avant que ça devienne ce que c'est malheureusement maintenant. D'accord. Donc, c'était très bien avant. C'est-à-dire, c'était beaucoup plus stable que maintenant. C'était très stable. Je me souviens que euh, si j'étais à une boîte de nuit et que je voulais aller chez moi, je pouvais marcher chez moi très simplement aux 2 heures du matin sans jamais penser qu'il me passerait quelque chose. C'était D'ac- comme ça. Ah, c'était une île où il y avait de la confiance et du respect des autres et il n'y avait pas de violence et il n'y avait pas de malfaisance. C'était bien. Pas du tout, pas du tout. Je me souviens euh, la première fois qu'il y a eu, bon, ce qu'on dit en anglais, un kidnapping. Oui, Ça a été vraiment un choc parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu en d'accord. Haïti. Ça s'est passé probablement après que plusieurs pays ont déménagé là-bas pour soi-disant les aider Euh, après les tremblements de terre et tout ça. Enfin, bon, après. c'était avant les tremblements de terre, mais oui, on avait déjà eu, je crois qu'on avait, avec Aristide, on avait les Américains qui étaient venus pour Pour vous aider aider. à la Oui. présidence. Ah oui, On avait, oui. Pour et reconstruire Haïti. oui, bon, ça, on a eu après le tremblement de terre. J'y étais, moi, comme diplomate américaine, pour aider après le tremblement de terre. Et vraiment, c'était absolument horrifique. D'accord. Est-ce qu'ils ont reconstruit ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Ils sont vraiment une instabilité extraordinaire. Le président qui était élu démocratiquement a été assassiné en 2021 et depuis lors, ils n'ont pas encore obtenu d'élection. Donc, Hmm. ils n'ont pas de gouvernement en ce moment. C'est alors très instable. Absolument, c'est extrêmement instable. On a cessé, du côté des États-Unis, on a cessé les vols à l'aéroport principal d'Haïti à Port-au-Prince. Ah, c'est assez tragique alors, parce que les gens veulent pouvoir au moins voyager là-bas, parce que c'était une destination ideal, idyllique. C'était très beau, hein. Oui, dans les années 50, après que Cuba soit devenu communiste, beaucoup d'Américains, beaucoup de célébrités n'ont plus voulu aller là-bas. Ils ont été en Haïti. Donc, on avait dans le temps Liz Taylor, Richard Burton, Oui, venez voir, aller en vacances, oui. qui allaient en vacances en Haïti. Alors, ce n'est plus le cas maintenant si vous avez arrêté les voyages. Non, C'est-à-dire, malheureusement, vraiment, le pays n'est plus ce qu'il était. Je crois qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui vivent ici aux États-Unis, au Canada, en France, ce qu'on appelle la diaspora, oui, qui espèrent toujours que les choses vont s'améliorer. mais qui est là-bas en ce moment? Les développeurs, c'est ça?
ceux qui Et développent les immeubles et tout ça, ce sont les gens qui reconstruisent la ville? non, il n'y a personne. Le pays, il y a un arrêt presque total à l'industrie là-bas. Ah, Donc, il y a un arrêt. Ok. ouais, à cause de l'insécurité. Parce au moment la ville principale, Port-au-Prince, où se trouve la majorité de la population, est vraiment contrôlée par des grandes armées. Ah, c'est terrible ça. Et qui est resté là-bas finalement? L'armée? Je sais pas. Je... Non, il n'y a pas. Bon, ils avaient démantelé l'armée Ah bon? dans, dans les années 1080. Ils l'ont restituée euh, assez récemment, mais elle n'est pas très forte. Il y a une force de police, mais cette force-là aussi, elle n'est pas assez bien équipée pour combattre les gangs. Donc, en ce moment, il y a un effort international pour envoyer des policiers en Haïti, je veux dire, pour essayer d'aider à démanteler tous ces groupes armés. Ah d'accord. Ben alors là, tu as beaucoup de travail à faire de ce côté-là, non? Ah ben, bon, moi, j'observe maintenant à une certaine distance. Ah d'accord. Tu n'es plus diplomate. Ok. Je suis plus diplomate, mais j'ai travaillé beaucoup là-bas lorsque j'étais diplomate parce que, comme on imagine, il n'y a pas beaucoup de diplomates américains qui parlent le français et le créole, les langues officielles d'Haïti, et Mais qui connaissent aussi la culture et l'histoire du pays. est-ce que tu encouragerais des gens d'aller là-bas pour développer des centres commerciaux ou des villes? En ce moment, absolument pas. Non. Il se passe... Absolument pas. Non, bon. En ce moment, non. Il y a premièrement la question de sécurité, mais aussi, je crois que parce qu'il n'y a pas encore vraiment un gouvernement établi, euh, je crois que la corruption, c'est un risque très réel en ce moment pour n'importe qui voudrait investir. Ah d'accord. Donc c'est pas encouragé du tout alors. Non, en ce moment, malheureusement, non. Mais je dois dire que le peuple haïtien lui-même, c'est un peuple extrêmement chaleureux, extrêmement doué, spécialement en ce qui est d'art. Je crois que la plupart des Haïtiens que j'ai connus de ma vie sont doués dans une discipline artistique ou une autre, que ce soit des écrivains, des chanteurs, des sculpteurs, des peintres. C'est vraiment incroyable le niveau d'art que les Haïtiens produisent. Et alors, on continue à prier pour eux que les choses s'améliorent. D'accord. Donc les artistes sont restés là-bas. Oui, mais bon, il y en a ici aussi, et en France, je suis sûre, mais il y a beaucoup, beaucoup d'artistes en Haïti. D'accord. Oui, j'ai entendu parler un peu de ça. Donc euh, donc tu ne conseillerais à personne d'aller vivre là-bas pour l'instant. Il n'y a pas l'éducation qu'il faut. Pour l'instant, non, absolument pas. Et je ne crois pas qu'il y ait vraiment des gens qui sont en train de réclamer qu'on leur laisse aller en Haïti en ce moment. Euh, Quels sont les trois pays du monde que tu recommandes? La Suisse, la France et l'Espagne? Ça dépend. Alors, ce que j'explique à mes clients, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de très beaux pays. C'est pas ça la question. La question, c'est plus quelle est votre vie idéale à vous? Parce que c'est différent pour tout le monde. Alors, moi, je peux dire que si j'avais à vivre à l'étranger, à laisser Miami en ce moment, que j'irais m'établir peut-être à Strasbourg. J'aime beaucoup aussi la ville de Puebla au Mexique, c'est très, très, très charmant. Euh, il y a des villes comme ça. Il y a la Barcelone qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup l'Angleterre aussi. Mais lorsque je travaille avec des clients, ce ne sont pas mes choix qui sont importants, c'est vraiment comprendre quelles sont leurs priorités à eux et alors d'essayer de trouver les pays et les villes qui peuvent vraiment leur donner ce qu'ils cherchent.
D'accord. Donc, ça dépend à quel stade de leur vie ils sont. S'ils sont encore avec des enfants et ils sont jeunes, peut-être c'est quelque chose de différent que quelqu'un qui est à la retraite qui veut passer ses jours à la plage, ses derniers jours à la plage ou quelque chose comme ça. Peut-être, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a des gens qui refusent de vivre dans un certain climat, que ce soit trop froid ou trop chaud. Il y a des gens qui ont une certaine considération religieuse, alors ils veulent être sûrs qu'ils peuvent trouver une église ou un temple ou une synagogue là où ils vont vivre. Il y a la question d'éducation et si les gens cherchent des écoles non seulement qui sont payées par l'État, mais où il y a peut-être très peu d'étudiants par professeur, par exemple. Il y a des gens pour lesquels vivre près d'un aéroport international, c'est très, très important parce qu'ils tiennent à voyager beaucoup. Il y a d'autres, comme on dit, qui veulent travailler. Donc, c'est très important pour eux d'être dans un centre commercial ou bien d'être quelque part où la connexion Wi-Fi est très, très, très stable. Donc, tout ça, ça dépend de la personne. Ah oui, oui, non, de toute façon, la France, ils sont tous sur le Wi-Fi, ça, c'est pas une question. Mais au sud, il fait beau et au nord, il fait froid. Donc ça, c'est une autre histoire. Donc, mais le Wi-Fi, il est partout. Donc, euh, donc toi, tu reçois tes clients, ils te consultent et ça peut prendre plusieurs, je sais pas, plusieurs semaines avant de prendre une décision ensemble pour eux de déménager. Oui, oui. Alors, comme j'ai dit, nous avons beaucoup de questions à leur poser et certaines de ces questions, ce sont des choses auxquelles la plupart de mes clients n'avaient pas pensé, mais qui sont euh, des conditions très importantes pour une vie à l'étranger. Donc, nous parlons de tout ça et ils me donnent aussi un sens de ce qui est plus important pour eux. La chose, c'est que lorsque je leur remets des résultats, bien souvent, ce ne sont pas les résultats auxquels ils avaient pensé et c'est parce que, quoi qu'ils m'avaient dit qu'ils avaient une certaine priorité, en réalité, ce n'était pas aussi important pour eux, ou bien il y avait quelque chose d'autre auquel ils n'avaient pas pensé qui était plus important. Donc, par exemple, j'ai un client qui m'avait dit, je ne voudrais pas vivre dans un immeuble, dans un de ces grands immeubles comme nous avons à New York, euh, mais si on veut vivre le long de la mer, bien souvent, c'est ce genre d'immeuble qu'il y a pour les résidences. Il n'y a pas de maison. Donc, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Est-ce que c'est la vie le long de la plage ou bien est-ce que c'est de ne pas vivre dans un de ces grands édifices Highlanders? Ah oui, 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 il y a certaines villes comme Hawaï où ils ont mis des grands immeubles au bord de la plage, ils ont tout ruiné, ils ont ruiné la plage en fait, ils ont mis des immeubles sur le sable. Oui, ça c'est vraiment une tragédie. Enfin, à mon avis, c'est une tragédie. Mais euh, étant donné qu'il nous reste que 9 minutes, je voudrais faire un résumé en anglais pour ceux qui voudraient savoir ce que tu fais. Mais on va passer à une petite partie en anglais. J'ai pas vu le temps passer, il est déjà euh, 3h51. Donc, je vais passer à la partie en anglais si ça te dérange pas. I have with me Sonia Léger, who is a consultant in helping you find the place, the ideal place to live if you decide to move out of the United States, correct? Yes, that is right. I am a former U.S. diplomat. I've retired after a 20-year career of working in a lot of countries overseas. And I thought for this next phase of my life, it would be good to apply what I have seen and what I know about international life to helping Americans who are considering living in another country. Can you also advise a French person where to live in America, or you that's not what you do?
that's not so much what I do. I do have my personal thoughts, although, again, there are the objective places, but really what I try to do is find out as much as I can about my client and their priorities and what they want out of their new life overseas, and really try to match that with the city. So I try not to come up with a conclusion ahead of time, because sometimes I'm actually surprised by the result that I get once I apply people's preferences to my algorithm. Okay, okay. So you have an idea of what the best states to live in America, but your specialty is mostly overseas, and Yeah. you can advise people on what city to, what country to go to based on what they are telling you. Yes, I think in the current environment in the United States, a lot more people are considering, for a variety of reasons, they're considering living overseas. And I'm very well positioned to help them work through that decision making and make sure that they really think about all of the aspects of moving. And it's not as intimidating as a lot of people think. It's not as unattainable as a lot of people think. But you also can't just pack your suitcases today and just move somewhere within a week or a month. That's not really setting you up to have a smooth and successful transition. Yeah, but the other consideration is the language. Do they speak Spanish? Do they speak French? Do they speak English or Italian? And Yeah, that that certainly helps. And that opens up a lot more possibilities, I think. One of the questions that we ask our clients is whether or not they do speak foreign languages. But a lot of them don't, because a lot of Americans don't speak a foreign language. And that's not a deal breaker. There's okay. a lot of places that you can go where English is not the official language, but enough people there speak English Yeah. that you have a very easy, successful life. Now, personally, I would always recommend that once you're there, you start taking language courses Of course. just to make things easier. But it's not necessary. Yeah. And another consideration we never talked about in the past hour is their budget. Where do they want to live? In And a we do port? ask that. We do ask that. That comes into play in a couple of different ways. Of course, for the cost of living, for the rent, expenses for dining out. If you want to have a very active social life, things like that. But also because one possibility to obtain citizenship, or not citizenship necessarily, but at the very least residence, and very often citizenship as well, is to make a certain amount of investment in that country. Okay. And that's referred to very often in the media as a golden visa. Oh, yeah, yeah. So people are really willing to open the doors for you if you bring in some money. Yeah. Yes, So, yes. And a lot of countries will give you, at a minimum, residence, but most of them will give you citizenship yeah. for investing. Um, I think usually it's ranges from about $100,000 to about a $250,000, depending on the country. Yeah, yeah. So I'm sure that superstars have don't mind paying that money to get a dual citizenship on day one. But yeah, this is very fascinating. So you work with all kinds of people who are not necessarily Americans, but who live in America and want to live overseas. No, they're typically Americans, Okay. and they just want to
explore living outside of the United States, which is not a new thing. I mean, one of the things that I have to remind my clients and people in general is the question I get is, well, we want to live overseas, but we don't want to give up our American citizenship. And I Okay. have to say, that's not a requirement. There Okay. have been centuries Americans that live in other countries. And as a matter of fact, that's the whole reason that American embassies exist. One side of an American embassy is to interact with that country and work on agreements and things like trade and economics and cultural exchanges and scholarships, things like that. But the other side of every American embassy is the consulate. And Okay. the consulate is there not just to screen people who want to come to the United States, but it's there for what we call ACS. And that stands for American Citizen Services. And they exist, their whole job is to assist Americans who either live or are visiting that particular country. You look, when you smile, you look like Tulsi Gabbard, the one who ran for president. Do I? Exactly. I could say you're her sister sometime. You'll see the video and you'll see the exact same smile. But anyway, it was a pleasure. It's 3:58. I have to wrap it up. I don't know if you want to add something real quick about Wayfinder. Uh, I do. I would encourage anybody who is just anybody who has even thought about, well, what would life be like overseas, to really contact us. We're at Wayfinder International. okay. That's wayfinderintl.com, and set up an appointment with us. We are currently running a special, so it's extremely, extremely affordable to book an initial appointment with us. And Okay. for that, Yeah. we will talk to you for an hour and a half, and we will find 3 countries that are good possibilities for you, so that at least you're a lot more informed when you're making the decision and you know what you're getting into. Yeah, I definitely recommend you. It's been a pleasure talking to you. And I look forward to hear more about your Wayfinder. Never know, maybe one day I want to move out over here. Thank you so much for the interview, and it was very interesting. Thank you. Thank you so much for having me, Eileen. Okay.